Déjà, merci à tous de vous être rendus présents et présentes. Certains me connaissent déjà. Du coup, je suis le cofondateur du Club des RH. On est une plateforme de mise en relation entre consultants RH indépendants et entreprises. L'objectif, c'est de pouvoir faciliter tout le travail de sourcing pour l'entreprise, mais aussi le suivi administratif et financier. Et puis en parallèle, du côté des freelances, on fédère en fait une communauté de plus de 1000 personnes aujourd'hui réparties sur une trentaine de métiers, euh, avec une présence partout en France, même dans les dom-toms. Et le but, c'est de pouvoir pérenniser l'activité de nos membres en leur trouvant notamment des missions hors de leur réseau, mais aussi de casser l'isolement du freelancing en favorisant la rencontre avec d'autres membres de la communauté. Communauté dont Karim fait partie. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir mettre en avant son expertise autour de la FEST, qui est un type de formation qui est souvent méconnu, mais qui est terriblement pour autant efficace et intéressant. Donc le but, c'est que Karim puisse justement nous expliquer un peu plus en détail les tenants et aboutissants de ce super dispositif. Euh, Ce qu'on aime bien, c'est avoir une discussion hyper ouverte et quelque chose d'assez dynamique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit les poser dans le chat, soit à lever la main. Et Clément jouera le rôle de modérateur pour pouvoir les traiter au fur et à mesure. Du coup, Karim, je te laisse la main pour nous présenter ce webinaire. Super, merci beaucoup Valentin. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Karim. Je fais du conseil de la formation en management et puis en management de la formation, et voilà, j'ai développé une expertise, une appétence pour la formation en situation de travail au sens large et pour la FEST en particulier depuis quelques années. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous partager l'appétence pour ce sujet et puis de baliser, de clarifier ce qu'est l'action de formation en situation de travail. Donc, si tout le monde est prêt, je vous propose de démarrer. Alors, le sommaire de ce webinaire, on va d'abord clarifier l'environnement réglementaire et juridique de la FEST. On va tout simplement voir dans quel cadre réglementaire et juridique s'inscrit l'action de formation en situation de travail. On clarifiera ensuite ce qu'est la FEST et puis ce que n'est pas la formation en situation de travail. Je reviendrai dans un troisième temps sur les principes directeurs de la FEST, principes plutôt pédagogiques. Et puis, on aura un temps, évidemment, à l'issue de ce webinaire, un temps dédié où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez autour de cette modalité pédagogique. Allez, je démarre du coup avec l'environnement réglementaire et juridique. Alors, la FEST, acronyme nouveau pour Action de formation en situation de travail, pour un sujet finalement qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la réforme du 5 septembre 2018, la loi du 5 septembre 2018 qui s'appelle Liberté pour choisir son avenir professionnel et qui consacre la FEST comme modalité pédagogique à part entière. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, la formation en situation de travail. Néanmoins, entre former les gens sur le tas et réaliser une AFEST qui soit à la fois efficace d'un point de vue pédagogique et à la fois conforme au cadre réglementaire, il y a parfois un monde. Alors, l'environnement réglementaire et juridique, c'est-à-dire qu'avant cette loi du 5 septembre 2018, il existait en France deux grandes modalités pédagogiques. La modalité présentielle, tout simplement un formateur, une formatrice et des apprenants qui sont réunis dans un même lieu au même moment. On parle de temps synchrone, réunis au même moment dans un même lieu. Donc, première grande modalité pédagogique avant la loi du 5 septembre 2018, reconnue par la loi, c'est la formation en présentiel. Deuxième modalité pédagogique reconnue par la loi, s'il y a du présentiel, il y a du distanciel. Alors, qu'est-ce que le distanciel? On a un formateur, une formatrice et des apprenants qui sont sur un lieu différent. Ou au même moment, on parle toujours de temps synchrone, ou alors à un moment différent, on parle de temporalité asynchrone. Donc,
En synthèse, avant cette réforme du 5 septembre 2018, la formation professionnelle s'exerçait à l'aune de ces deux grandes modalités, soit du présentiel, soit du distanciel. L'une des grandes nouveautés de cette réforme, c'est de consacrer la FEST, pour, je le rappelle, action de formation en situation de travail, comme une modalité pédagogique à part entière. On verra ce que ça sous-tend en filigrane pour les entreprises. Alors la FEST, c'est quoi? C'est un formateur, une formatrice et un ou plusieurs apprenants dans l'environnement professionnel de l'apprenant. Au même moment ou à un moment différent, mais très très régulièrement, plutôt au même moment. En fait, pour être tout à fait clair, la FEST, c'est une formation en situation de travail, ça veut dire que c'est une formation dans le travail, par le travail et pour le travail. Donc avant la réforme, deux grandes modalités pédagogiques, deux formats de formation reconnus par la loi, présentiel, distanciel. La formation en situation de travail, on a appelé ça la formation sur le tas. Mais la formation sur le tas, on le verra après, souvent, c'est pas tout à fait organisé, c'est pas tout à fait évalué, et ça n'a pas de valeur libératoire pour les entreprises. Ça libère pas les entreprises de leur obligation de former les salariés. Et c'est aussi ce qui change fondamentalement avec cette réforme, c'est que la FEST, aujourd'hui, depuis le 5 septembre 2018, elle a une valeur libératoire pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elle libère, elle a autant de valeur que le présentiel et le distanciel, et elle libère les entreprises de leur obligation de former leurs employés et d'adapter leurs conditions au poste de travail. Donc c'est reconnu aujourd'hui par la loi, au même titre que le présentiel et le distanciel. Alors, j'ai parlé d'apprentissage sur le tas, d'apprentissage en situation de travail. Je voudrais quand même baliser un petit peu ce qu'est et ce que n'est pas la FEST. Alors, quand on parlait de formation sur le tas, moi, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que l'apprentissage sur le tas, la formation sur le tas, elle se réalisait souvent sans intentionnalité instituée. C'est-à-dire que il n'y avait pas forcément d'intention pédagogique. Il n'y a pas d'aménagement non plus du travail. Il n'y a pas forcément d'organisation de cette formation. C'est-à-dire que ce qui s'apprend dépend de ce qui arrive de l'activité dans le cadre de la formation sur le tas. C'est un peu le cours du travail qui dirige ces séquences. Il n'y a pas, je l'ai dit, il n'y a pas d'intention pédagogique, il n'y a pas d'objectif préalable qui est défini, et c'est l'action qui est première, bien souvent, et c'est la réussite de cette action qui est visée. Dans le cadre de la formation en situation de travail, dans le cadre d'une AFEST, il y a toute une ingénierie derrière, il y a toute une organisation qui démarre assez souvent par le positionnement de l'apprenant. C'est-à-dire que on va évaluer l'apprenant au début du parcours de formation. C'est-à-dire que j'ai oublié de le dire, donc je vais le rappeler à ce moment-là. J'ai pas parlé des 4 décrets des 4 grandes conditions réglementaires à respecter pour que la FEST soit conforme. Je vais vous les dire, je vais les citer maintenant, et comme ça permettra de mieux comprendre l'organisation derrière. Dans le décret du 28 décembre 2018, en fait, pour que la FEST soit conforme d'un point de vue réglementaire, il y a 4 grandes conditions à respecter. La première des conditions, c'est d'analyser l'activité de travail. J'y reviendrai tout à l'heure. La deuxième condition à respecter, c'est de mettre en place, on parlera de ces phases réflexives tout à l'heure également, de mettre en place des phases réflexives en tout à fait distinctes des situations de travail. La troisième condition à respecter, c'est de désigner un tuteur, un formateur qui peut exercer une ou des fonctions tutorales. Et puis enfin, la quatrième condition, c'est de jalonner le parcours d'évaluation. Donc voilà pour la partie réglementaire, les 4 conditions respectées pour que la FEST soit conforme. Et là, dans mon objectif ou dans ma volonté de distinguer ce qu'est la FEST de ce que n'est pas la FEST, ou de distinguer ce qu'est la FEST par rapport
à la formation sur le tas, déjà, on va parler de positionnement amont et aval. L'apprenant va s'auto-positionner. L'objectif de la formation, c'est qu'il acquiert des compétences directement en lien avec son métier. Un positionnement, tout simplement, va reprendre l'ensemble des compétences à maîtriser, et puis au début du parcours, l'apprenant va devoir se positionner s'auto-évaluer par rapport à ses compétences à maîtriser. La formation en situation de travail, c'est un parcours pédagogique qui vise à développer les compétences professionnelles. On a vu que dans le cadre de la formation sur le tas, ce que j'ai présenté tout à l'heure, on n'est pas tout à fait dans cette notion de parcours, hein. Pour une raison simple, c'est que souvent, quand on forme les gens sur le tas, ce qu'ils vont apprendre dépend de l'activité ou de ce qui arrive dans l'activité, hein. Je l'ai dit, il y a dans le cadre de la FEST un accompagnateur, un tuteur, un formateur qui est nommément désigné et qui va accompagner l'apprenant, l'apprenante dans son parcours de formation. La FEST s'appuie, et c'est le pivot quelque part de la FEST, s'appuie sur des temps de réflexivité, d'accord? C'est-à-dire que un parcours d'AFEST, on va associer des séquences de mise en pratique, hein, je l'ai dit, on apprend par le faire, on apprend dans le travail, par le travail, pour le travail, mais l'apprentissage, le learning by doing, c'est pas une condition suffisante dans le cadre d'une AFEST, c'est-à-dire que j'apprends non seulement parce que je mets en pratique et que je fais, mais j'apprends aussi parce que je me questionne, parce que je réfléchis à ma pratique, parce que je prends du recul sur ma pratique. Et dans la dernière séquence de ce webinaire, je vous parlerai d'une méthode pour accompagner les analyses réflexives des apprenants. La formation en situation de travail, elle est tracée, ça veut dire qu'elle est balisée, fléchée. On s'appuie sur des éléments probants d'ingénierie de parcours, etc. Et puis, il y a une analyse du travail qui est réalisée en amont et qui est d'ailleurs la première étape d'un parcours de formation. J'aurai là aussi l'occasion d'y revenir. Donc, l'objectif de cette slide, c'était déjà de vous informer que quand on parle de l'AFEST, on n'est pas dans la formation sur le tas 3.0, c'est-à-dire que on s'appuie quand même sur une organisation, sur un parcours qui vise l'acquisition l'acquisition de compétences, l'acquisition de développement de compétences. Et cette dimension est importante selon moi. Alors, on va aller un petit peu plus loin sur les principes directeurs de la FEST, mais je vais peut-être manquer d'ambition, mais si vous devez retenir peut-être une chose de ce webinaire, c'est peut-être celle-ci. C'est-à-dire que le travail dans le cadre d'une AFES, c'est le matériau central de la formation. Pourquoi c'est le matériau central? Parce que il suffit pas, le travail, il n'est pas naturellement apprenant si on ne l'aménage pas à des fins pédagogiques. C'est-à-dire que dans le cadre d'une AFEST, on va réfléchir à tout un tas de sujets. Qu'est-ce qui doit permettre aux salariés d'être compétents? Comment est-ce que je vais, moi, dans le cadre de son travail, le pouvoir mettre en place des jalons pédagogiques? C'est-à-dire que ce qui va permettre d'apprendre, c'est mettre en place un certain nombre de conditions pédagogiques fondamentales. C'est-à-dire que je vais vous en citer quelques-unes. Pédagogiser une situation de travail, c'est déjà réduire la pression d'enjeu. C'est-à-dire que je vais rappeler à mon apprenant que dans le cadre de ce parcours de formation, il a évidemment le droit à l'erreur. D'ailleurs, les recherches relatives à l'apprentissage en situation de travail, elles mettent en exergue le sentiment de sécurité psychologique qui a été développé par Abby Edmondson. Et en fait, on doit être tout à fait, en tant qu'apprenant, rassuré sur le fait qu'on puisse tâtonner, qu'on puisse se tromper, qu'on ait le droit à du temps supplémentaire, qu'on puisse essayer de s'y prendre avec sa propre méthodologie.
Donc tout ça, on doit le clarifier. Tout ça, ça va participer finalement à pédagogiser les situations de travail pour les rendre apprenantes. Donc, la situation de travail devient le matériau pédagogique central de la FES, donc j'apprends parce que je fais, mais j'apprends aussi parce que je vais réfléchir, je vais raisonner mon action. Je vais verbaliser ce que j'apprends. Je vais essayer de réduire les écarts entre mon niveau d'aujourd'hui et la situation visée. Alors, pourquoi est-ce que finalement la réflexivité devient le pivot de la FES? Pour une raison assez simple, c'est-à-dire que la FES, en tout cas l'apprentissage en situation de travail, ça nous vient d'un champ disciplinaire qui s'appelle la didactique professionnelle. La didactique professionnelle, le père de la didactique professionnelle, c'est quelqu'un qui s'appelait Pierre Pastré, qui est disparu il y a bientôt 2 ans, je crois que c'était en novembre 2023, et Pierre Pastré disait la chose suivante. On apprend parfois moins par l'action que par l'analyse d'une action. Ça veut dire qu'on voit dans l'analyse d'une action un vrai terreau propice à la poursuite de l'apprentissage. Et je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous devez retenir certainement une chose de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est peut-être celle-là. La philosophie finalement de la FES, c'est, enfin en tout cas la FES, ça consiste à alterner des mises en situation professionnelle avec des temps d'analyse réflexive, temps d'analyse réflexive ou temps de réflexivité qui vont être qui peuvent être guidés par le tuteur. Je vous donnerai un outil en fin de webinaire pour accompagner l'analyse réflexive des apprenants. Karim, je peux me Alors, permettre... oui, vas-y. Ouais, il y a une petite question qui est arrivée entre-temps, du coup, je me permets. Vas-y. C'est Sylvaine qui demandait est-ce que la FES est forcément un parcours individuel ou cela peut être collectif? Non, ça peut être. Alors c'est une super question. Ça peut être collectif. Hein, ça peut être les deux. Ça peut être individuel et collectif. Alors, moi, mon expérience d'ingénieur de parcours à FES me fait dire que c'est quand même souvent individuel. Mais on peut évidemment, ça peut être collectif et notamment aussi sur les temps d'analyse réflexive, hein, ça peut être aussi mené de façon collective. Et la grande valeur ajoutée aussi de la FEST, on le verra en clôture, mais c'est aussi de quelque part d'industrialiser, même si c'est fait en individuel, c'est de l'industrialiser à plus grande échelle et de se resservir du parcours qui a été créé pour les futurs apprenants, quoi. Et j'en profite parce qu'il y en a une autre qui est arrivée de questions et que je trouve assez intéressante aussi. Est-ce que c'est pertinent d'envisager le recours à la FES dans le cas d'un départ à la retraite, notamment pour assurer une transmission efficace des compétences? Alors, c'est là aussi une super question et ça fait faire un peu de teasing parce qu'on verra que pour l'entreprise, l'une des grandes valeurs ajoutées de la FES, il y en a d'autres, c'est de maintenir et de préserver les savoir-faire clés. Donc évidemment, dans ce cadre-là, la FEST marche bien pour préparer un départ à la retraite, hein, évidemment. Je te laisse continuer. Super. Donc, d'un point de vue pédagogique, quels sont les principes clés de la pédagogie de la FEST? Il va falloir, notamment dans le cadre de l'analyse de l'activité, qui est le premier des critères à respecter d'un point de vue réglementaire pour qu'une AFES soit conforme, on va s'intéresser, analyser le travail, j'y reviendrai dans un second temps, mais c'est s'intéresser à ce qui, comment dirais-je, c'est s'intéresser au travail réel. Et dans le travail réel, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais pouvoir apprendre dans le cadre de ma situation de travail? Quelque chose que je n'ai pas dit, mais j'en profite aussi pour le dire. J'ai utilisé plusieurs fois le terme pédagogiser. En fait, le boulot de référent à FEST ou d'architecte de parcours à FEST, ça consiste notamment à pédagogiser les situations de travail. Pédagogiser les situations de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que moi, je peux aménager la situation de travail pour la rendre apprenante.
j'en ai parlé un petit peu, c'est déjà rappeler que les gens ont, que les apprenants, ils ont le droit à l'erreur, ils ont le droit à du temps supplémentaire, ils ont le droit de faire pourquoi pas à leur propre manière. Tout ça, ça fait partie des choses qui vont permettre de pédagogiser les situations de travail. Quelques autres principes directeurs de la FEST. On va devoir, en tant qu'accompagnateur, adapter son niveau d'accompagnement en fonction de la maturité professionnelle de l'apprenant. On va être un petit peu plus directif au départ, certainement, avec quelqu'un qui est tout à fait junior, et on va être un petit peu moins en mode directif avec quelqu'un qui a un background différent. On va aussi mobiliser des techniques pédagogiques plurielles dans le cadre de la pédagogie de la FEST. On va, les grandes techniques pédagogiques de la FEST sont la démonstration. En tant que tuteur, je vais moi montrer dans un premier temps comment on réalise le geste professionnel. Ensuite, les apprenants vont s'emparer de cette démo pour refaire. Et évidemment, le tuteur va rester là en observation. Autre technique de la FEST, c'est l'explication de flash. Comment est-ce que je donne une bonne explication, par exemple, sur l'organisation d'un service, d'un métier, etc. Dernier principe que je voulais développer avec vous, c'est en tant que tuteur, accompagnateur à FEST, l'un des objectifs, c'est aussi d'apprendre, ou en tout cas de permettre aux apprenants d'apprendre de leur pratique. C'est de vraiment maximiser, ou en tout cas optimiser leur degré de réflexivité. On l'a vu, dans le cadre de la FEST, le travail est le matériau pédagogique central, et les essais, les erreurs et les réussites de l'apprenant vont être au cœur des échanges avec le formateur. Et je reviendrai notamment tout à l'heure sur le choix du tuteur, de la tutrice, du formateur, de la formatrice. On va voir que l'expertise technique, elle est importante, mais peut-être pas fondamentale, et qu'il va falloir aller chercher chez vos tuteurs ou tutrices peut-être d'autres compétences que celles exclusivement typées hard skills, quoi. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, les conditions de réussite d'une AFEST, évidemment, j'ai toujours l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, mais d'abord, c'est de permettre à l'apprenant d'acquérir des compétences. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que j'aime, moi, dans la FEST, c'est que finalement, tout commence par la fin. Je m'explique. Dans plein de parcours de formation, je vois l'écueil suivant, c'est-à-dire que on se jette sur le programme, sur le contenu, sur les techniques de formation, sans forcément qu'un diagnostic partagé par les différentes parties prenantes n'ait été établi quant aux compétences prioritaires à développer. Une formation en AFEST, elle n'a de sens que parce que elle va permettre aux apprenants de mieux faire quelque chose dans leur quotidien professionnel qu'ils ne savaient pas suffisamment faire ou qu'ils ne savaient pas faire du tout. Donc les conditions de réussite d'une AFEST, c'est déjà d'être extrêmement clair sur les compétences à acquérir. Et aussi de proposer un certain nombre d'activités d'apprentissage qui vont se compléter. C'est la FEST, ça s'inscrit dans un parcours professionnel qui permet d'acquérir des compétences ou de concrétiser des objectifs professionnels. Ça sous-tend aussi de mobiliser un certain nombre d'acteurs avec l'outillage pédagogique nécessaire pour l'accompagnement en AFEST, et puis ça repose aussi sur la motivation, j'y reviendrai notamment via la dernière slide. Il y a aussi une ingénierie ad hoc, c'est-à-dire que former, accompagner, oui, suivre aussi, mais s'appuyer sur des éléments précis pour former, accompagner, suivre, sur des outils pour pouvoir le faire. Ça nécessite engagement et confiance, j'ai pas forcément besoin d'y revenir. Ça nécessite aussi de disposer du temps.
la FEST. Pourquoi je dis ça? Dans le cadre de la FEST, c'est pas la production finalement qui va nous intéresser, mais l'apprentissage. C'est-à-dire que le temps de l'activité productive n'est pas tout à fait celui de l'activité constructive. Je m'explique. Pour apprendre, il faut pouvoir faire une première fois, il faut pouvoir se faire expliquer, il faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir s'interroger, il faut pouvoir refaire. Eh bien, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps à la fois pour la personne qui se forme, mais à la fois pour celui ou celle qui guide l'apprentissage. Donc, le temps est une dimension fondamentale de la réussite d'une AFEST. Ça, faut être clair là-dessus. Alors, les conditions aussi, autres conditions de réussite, c'est les échanges entre le formé, la formée et son tuteur ou sa tutrice, son formateur, sa formatrice. J'enfoncerai certainement le clou tout à l'heure, mais je pense que je suis même convaincu d'une chose, c'est que pour pouvoir bien accompagner les apprenants dans le cadre de la FEST, non seulement en tant que tuteur ou formateur, il faut s'appuyer sur une légitimité, une expertise technique, mais il faut aussi s'appuyer sur une appétence pour la pédagogie. C'est-à-dire que sans interaction avec son tuteur, il est vain d'espérer finalement apprendre quoi que ce soit. Donc ça veut dire que le tuteur, la tutrice, l'accompagnateur au sens large, doit quand même s'appuyer sur une petite appétence sur l'envie de transmettre, sur la pédagogie, parce que on apprend évidemment dans le cadre de la FEST par la pratique, mais on attend par ces temps d'échange, ces temps réflexifs. Et s'il n'y a pas d'appétence pour ces temps-là, ça paraît aussi compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure, les conditions de réussite d'une AFES, c'est une ingénierie ad hoc, c'est des outils de conception de parcours, mais aussi d'évaluation. Et puis, c'est aussi, on va tracer tout ce qu'on fait dans le cadre d'une AFEST. Et c'est ce qui va permettre, in fine, de concrétiser les objectifs de départ. Donc voilà, ce n'est pas une liste qui est exhaustive, mais qui reprend un certain nombre des conditions indispensables pour que la FEST soit couronnée de succès. Alors, je vais revenir sur la construction du parcours. Je vais essayer d'être concis. Un parcours d'AFEST, ça sous-tend de respecter finalement ces 6 grands indicateurs. Le premier indicateur, c'est évaluer l'opportunité. C'est-à-dire que évaluer l'opportunité, c'est tout simplement s'entretenir avec les commanditaires et voir si finalement la FEST peut répondre aux grands enjeux auxquels ces commanditaires, ces entreprises sont confrontés. Évaluer l'opportunité, c'est aussi questionner l'entreprise en question par rapport à ses pratiques, et notamment ses pratiques informelles de formation en situation de travail. Est-ce qu'il existe dans l'entreprise ce qu'on appelle des invariants pédagogiques, c'est-à-dire qu'une culture plus ou moins formalisée de la formation au poste de travail. D'accord ? Si on obtient un grand go, eh bien on passe à la phase d'après. On va faire une analyse du travail, une analyse de l'activité. Alors, faire une analyse du travail dans le cadre de la FEST, c'est évaluer les conditions de mise en œuvre de la FEST. C'est aussi identifier les situations de travail à maîtriser, identifier les situations de travail, notamment celles qui sont particulièrement apprenantes. On va les modéliser, justement, les pédagogiser pour qu'elles deviennent in fine, apprenantes. Ensuite, tout simplement, on va concevoir le parcours de formation. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, je ne crois pas tout à fait au parcours 100% AFEST. Je crois dans l'AFEST comme modalité qui vient s'inscrire dans un parcours qui a du présentiel et du distanciel. En bon français, on va parler de blended, mais je crois plutôt dans l'AFEST comme modalité qui vient s'agréger aux deux autres plutôt qu'au parcours 100% AFEST. Une fois qu'on a conçu le parcours, eh bien, on va préparer
D'un point de vue pédagogique, celui-ci, on va aussi le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre, c'est déjà aussi réfléchir au dispositif d'accompagnement. C'est comment est-ce que j'outille d'un point de vue pédagogique, comment est-ce que je vais outiller les accompagnateurs à FEST, comment est-ce que je construis ma progression pédagogique. Et puis, préparer le parcours, c'est aussi créer et réfléchir aux modalités d'évaluation de ce parcours. Ensuite, je vais tout simplement, avec les outils que j'aurai construits, suivre la montée en compétences. Et puis, la dernière étape, ça va être de réaliser un bilan avec les acteurs, non seulement l'apprenant, mais également les accompagnateurs mobilisés dans ce parcours pour voir si, in fine, il a répondu aux grands enjeux et aux grands objectifs qu'on a positionnés en amont. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je voulais vous parler d'un outil, d'une méthode pour accompagner les séquences réflexives. Alors, c'est pas moi qui ai créé cette méthode FAST, pour pas la nommer. C'est un cabinet qui a développé depuis quelques années une réelle expertise autour de l'AFEST et de la formation en situation de travail au sens large. Le cabinet, c'est Ccampus. Donc, voilà, je ne voudrais pas préempter l'expertise de Ccampus. Moi, je me suis formé chez eux sur la FEST et sur d'autres sujets. Et voilà, je leur rends hommage parce que cet outil, qui est un outil assez simple à appréhender et assez simple à utiliser, ça permet de guider l'analyse réflexive lors des parcours d'AFEST. Alors, méthode FAST pour fait, analyse, solution, transfert. En fait, à l'issue de certaines séquences de formation, le tuteur, la tutrice, l'accompagnateur va poser un certain nombre de questions à l'apprenant, justement avec l'objectif de prendre du recul par rapport à la pratique pour pouvoir poursuivre l'apprentissage. Pour la partie fait, on va poser des questions du type raconte-moi ce que tu as fait, d'accord ? Comment tu t'y es pris ? Quel était le contexte de ton intervention ? Quel était l'objectif ? Etc., etc. Ensuite, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que tu as réagi dans cette situation ? Dis-moi ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, etc., etc. Est-ce pour solution ? Donc, si on retravaille cette séquence d'ici quelques jours, quelques semaines, etc., est-ce que tu vas t'y reprendre de la même manière ou est-ce que tu vas t'y prendre différemment ? Voilà, etc. Et puis enfin, le T du transfert, quels grands enseignements, quels grands principes, quelles grandes théories tu peux dégager suite à cette mise en pratique. Comment est-ce que tu t'y prendras la prochaine fois ? Est-ce que tu vas tester d'autres choses ? Quelles approches, quelle méthode, quelle méthodologie tu pourrais aussi expérimenter ? Donc, je vous la fais courte, évidemment, mais on peut aller évidemment plus loin. Alors, quand on parle d'analyse réflexive, là, je suis plutôt dans l'analyse réflexive aval, c'est-à-dire que la séquence de formation en situation de travail, elle a eu lieu, et puis, voilà, on fait notre analyse réflexive, on est en aval de l'action. On peut tout à fait imaginer faire de l'analyse réflexive en amont de la séquence de formation, c'est-à-dire que on va préparer l'apprenant ou l'apprenante à l'apprentissage. On peut lui poser des questions sur dis-moi un petit peu ce qui va se passer. Comment est-ce que tu as prévu de t'y prendre ? Sur quels indicateurs tu vas plus ou moins accorder, accorder ta vigilance, ton attention, etc. Donc on peut faire de la réflexivité en aval, en amont, pardon, mais en aval, je vais expliquer, mais aussi on peut aussi en faire en amont. Et puis aussi, pendant la séquence de formation, on peut tout à fait, en invitant notre apprenant à verbaliser ce qu'il est en train de faire, tiens, dis-moi comment tu t'y prends là, quelles étapes tu respectes, etc. On peut faire aussi de la réflexivité pendant la séquence de formation. Même si la grille FAST, la méthode FAST, elle est plutôt adaptée sur de l'analyse réflexive à l'issue de la séquence de formation, donc plutôt en aval. Alors, on arrive sur la dernière slide que je voulais partager avec vous, qui est relative à la valeur ajoutée de l'action de formation en situation de travail. Moi, je voulais mobiliser un petit peu tous les acteurs de l'AFEST pour vous
en tout cas pour dire que la formation de terrain, elle avait une valeur ajoutée, plusieurs valeurs ajoutées, plusieurs avantages pour tous les acteurs finalement mobilisés. Alors d'abord, l'apprenant. Quel intérêt à faire de la FEST? Le premier, et non des moindres, c'est qu'il va bénéficier d'une formation qui est en lien avec son métier, avec ce qu'il fait quotidiennement. Deuxième gros avantage, c'est, d'ailleurs c'était le titre de ce webinaire, c'est d'être formé juste à temps, juste assez, sans se déplacer en formation. Alors pour la petite histoire, quand on s'intéresse à l'histoire de la formation en France, notamment au travers des différentes réformes, c'est assez savoureux de constater aujourd'hui qu'on redonne au travail son potentiel formatif. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré justement que les conditions d'une bonne formation, c'était d'extraire le salarié de sa situation de travail. On l'envoyait parfois à des centaines de kilomètres de son entreprise pour qu'il puisse se former. Donc je trouve ça finalement assez légitime qu'on redonne au travail son vrai potentiel formatif. Autre avantage, c'est de bénéficier d'une formation qui soit tutorée, qui soit accompagnée, qui soit fléchée par un accompagnateur. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, l'intérêt de la FES, c'est aussi d'être dans le learning by doing. Hein. J'apprends par la mise en pratique. Et puis aussi, on l'a vu notamment précédemment, par la réflexivité, par l'analyse de ma pratique. Il y a d'autres avantages, évidemment, pour l'apprenant de s'inscrire dans un parcours d'AFEST. Pour le tuteur, pour la tutrice, déjà, le premier intérêt, c'est d'être valorisé dans son expertise technique. Souvent, quand on est choisi pour accompagner un apprenant ou une apprenante, des apprenants, c'est qu'on est légitime dans notre métier. On est reconnu comme un expert de son métier. Au-delà de l'expertise technique, au-delà des hard skills, la valeur ajoutée de la FEST pour le tuteur ou la tutrice, c'est aussi de faire reconnaître et de faire attester de ses talents pédagogiques. Et puis, on contribue également à rendre opérationnels et autonomes les collègues apprenants. Et puis, finalement, il y a une maxime qui est aussi sympa, c'est quand on forme, ça participe aussi à se former soi-même finalement. C'est pas noté, mais c'est important. Et enfin, pour l'entreprise, quels pourraient être les avantages de la FEST? Ça facilite le recrutement et ça améliore l'intégration des nouveaux salariés parce qu'ils savent qu'ils vont être formés et que cette formation va être directement en lien avec leur activité. Ça permet aussi de fidéliser les salariés. Des salariés formés juste à temps, juste assez, sont généralement plus fidèles à l'entreprise. Ça maintient et ça préserve les savoir-faire clés au travers notamment de la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure sur la préparation des départs en retraite. Ça marche plutôt très bien et c'est dans l'ADN de la FEST finalement de maintenir et de préserver les savoir-faire clés. Ça permet également, et il faut pas avoir peur de le dire, ça permet de réaliser des économies de formation parce que le salarié reste en poste, il n'a pas à bouger. Et puis, on n'a pas à faire venir un formateur externe, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le réseau de formateurs internes. Donc, les économies sont quand même substantielles. Et puis, ça permet aussi de valoriser notamment la formation interne avec nos accompagnateurs internes. Ce qui est sûr, c'est que c'est un gain de compétences pour tous les acteurs mobilisés dans ces parcours d'AFEST, finalement. Moi, j'en ai fini avec ce que je voulais vous présenter. J'ai essayé d'être synthétique, d'être bref. Alors, j'ai évidemment pas tout dit, mais on a un temps qui est dédié là justement pour que je puisse répondre aux questions que vous poseriez à l'issue de cette présentation. Eh bien, merci beaucoup Karim et ça tombe bien parce qu'il y a des questions dans le chat. Je t'ai pas trop coupé parce que je me demandais si tu allais en parler par la suite, etc. Mais du coup, je pense que ça va être le moment pour les prendre. Ça marche. Alors, je les prends et hop. Je les prends ou tu me les lis? On fait comment, Clément? Je vais pouvoir te les dire comme ça. Allez, ça marche. Et puis si jamais vraiment je sens que je n'arrive pas à suivre en termes de technique pour moi, je te dirai. Mais pour le moment, je comprends les questions, donc ça devrait le faire.
Super. Il y a dans un premier temps Flore enfin en fait, je trouve que cette question elle fait un bon lien avec le dernier slide dont tu parlais, parce que ça parle du tuteur ou de la tutrice, et également tu parlais juste avant d'économie de formation et ça évite d'amener des personnes externes. Et bien Flore justement nous demandait, est-ce que le tuteur est obligatoirement un salarié de l'entreprise? Alors, c'est mieux parce que en règle générale, on peut s'appuyer sur des professionnels émérites dans son entreprise. Et oui, le tuteur, c'est quelqu'un qui fait partie de l'organisation de travail, qui est désigné et qui appartient à l'entreprise. Dans 99% des cas, maintenant, on peut tout à fait imaginer s'appuyer sur quelqu'un en externe pour assumer cette mission. Mais dans la réalité, les tuteurs sont très très souvent, les tuteurs et les tutrices, bien évidemment, sont souvent des membres du collectif de travail. Ok. Parce on a pas mal de personnes qui sont indépendantes et qui doivent certainement arriver en entreprise de manière peut-être sur plusieurs mois, mais sans forcément être salarié. C'était peut-être de là que venait cette question. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui va être un freelance pour une mission de 6 mois pourrait dispenser une formation dans le cadre de la FEST en interne? Ah oui, dans l'absolu, rien ne s'y oppose. Ok. Peut-être Clément, juste par rapport à ça, je pense que ce qu'il est bien de préciser, c'est peut-être plutôt l'architecte, donc à FEST, celui qui met en place la FEST dans l'entreprise, qui a tendance plutôt à être externalisé que le tuteur en lui-même. Et là-dessus, Karim, toi, tu interviens justement dans ce genre de cas d'usage. Je pense que c'est peut-être par rapport à ça qu'il pouvait y avoir une petite confusion. Ok. Oui, il faut bien distinguer l'architecte, celui qui crée le parcours d'AFEST, et l'accompagnateur. L'architecte, très très souvent, il n'appartient pas à l'entreprise. Même s'il existe des entreprises qui font le choix de former un certain nombre de membres de leur service formation sur l'ingénierie spécifique de la FEST, et auquel cas, après, l'architecte est aussi un membre du collectif de travail, mais tu parlais de cas d'usage, souvent il est externe, le référent à FEST. Ok, et en parlant de référents à FEST et de personnes externes qui viennent faire des prestations de ce genre, il y a Véronique qui demande, est-ce qu'il y a une formation recommandée pour un consultant RH qui souhaite devenir référent, notamment auprès des OPCO? Tu nous as mentionné un cabinet dont j'ai pas retenu le nom, mais C-Campus. Comment? C-Campus, je peux en parler quelques instants. Alors, C-Campus n'est pas le seul cabinet qui propose une certification de référent à FEST qui est inscrite au répertoire spécifique. Il y en a d'autres. Moi, je me suis formé chez C-Campus. Je connais les deux co-fondateurs et dirigeants de ce cabinet, Marc Dennery. Alors, Marc Dennery, si on s'intéresse à la formation, c'est quelqu'un qui jouit d'une aura qui est totalement justifiée. Et puis, Marc, c'est un très grand spécialiste à la fois de l'ingénierie pédagogique, mais encore plus de l'ingénierie pédagogique propre à la FEST. Et puis, Henri Ocre, qui est le co-dirigeant de cette entreprise, est aussi quelqu'un de très, très compétent sur ces sujets-là. La formation est très bien faite. Donc, moi, je vais être dithyrambique, mais oui, si vous voulez vous former, il faut vous former chez eux. C'est un peu le Real de Madrid de la FEST, C-Campus. Bon, alors, moi, ça ne me parle pas beaucoup en matière de foot. Néanmoins, en fait, il y a la certification, le titre, pour être vraiment un référent à FEST comme toi, probablement, et d'avoir une formation qui serait peut-être plus légère, mais qui surtout permet de s'approprier en fait les principes de la FEST. Parce que là, ça a l'air simple, ce que tu présentes, mais je sais que dans la pratique, c'est quelque chose qui est très méthodique, qui est voilà. Et donc, comme nous, on interviendrait dans le cadre d'un consultant RH comme le référent, on serait donc l'architecte, le guide. Bon, il faut qu'on ait quand même des bases, sans pour autant forcément se faire une certification, puisque c'est un autre
investissement temps, quoi. On peut en discuter, mais je pense que le club DRH est capable de proposer une formation sur l'ingénierie spécifique de la FEST, formation qui ne soit pas certifiante, hein, si j'ai bien compris. Oui. La certification, c'est pas forcément un objectif, mais pour clarifier les principes directeurs et puis les principes directeurs de l'ingénierie d'intervention. Après, on peut en parler avec Valentin, mais je pense que le club DRH est tout à fait capable de proposer ce type de formation. On va en reparler dans un second temps, Karim, mais très bonne idée en l'occurrence. Et je pense effectivement que voilà, il peut y avoir une formation un peu plus light qui permette d'être beaucoup plus opérationnel facilement. Ouais, avec l'outillage minimum pour créer et concevoir un parcours de formation à FEST. Ok, merci. Je vous en prie. Clément? Ouais, et bien ensuite, il y en a d'autres qui sont apparus des questions, mais il y avait Malvina qui a pas mal de questions, qui nous demandait: est-ce que la FES peut être considérée comme une modalité de formation permettant à l'employeur de répondre à son obligation légale de formation? Il me semble que tu en as parlé, mais ça peut être intéressant de préciser. Je l'ai dit, mais c'est l'occasion de leur dire oui. C'est d'ailleurs le sens de la dernière réforme, c'est-à-dire la FEST a été consacrée comme une modalité pédagogique au même titre que le présentiel et le distanciel, et elle a une valeur libératoire aujourd'hui pour les entreprises, ce qui n'était pas le cas avant. Et de fait, elle libère les entreprises de leurs obligations, ou elle permet aux entreprises de répondre à leurs obligations légales en la matière. J'enchaîne avec les questions de Malvina, après je prendrai celle de Yannick. Malvina nous dit: est-ce que l'OPCO va demander des livrables, épreuves, compte rendu, etc., pour justifier de cette action de formation interne? Il me semble qu'on en a parlé aussi. Si oui, sont-ils délivrés par le tuteur ou un autre membre du personnel du type les RH? Non, alors, les livrables, il y a certains OPCO qui proposent les livrables. Après, souvent, c'est l'architecte, c'est le référent qui crée les livrables. Et enfin, pour terminer sur cette triptyque de questions de Malvina, qui d'ailleurs, si tu as besoin de préciser quelque chose, Malvina, tu peux aussi prendre la parole. L'OPCO peut-elle mobiliser un financement pour accompagner la mise en œuvre d'une AFEST, même si celle-ci se déroule en interne et ne génère pas de coûts pédagogiques classiques? Oui. 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 C'est un oui. Ok. Oui, Malvina, ouais, peut-être si tu veux prendre la parole. Oui, s'il vous plaît, merci. En fait, je te posais ces questions-là. Bon, j'ai entendu, je sais que je me répète un peu. Par rapport, enfin, moi, la grande question que j'ai, là où j'ai une grosse interrogation, c'est vraiment au niveau des livrables. Est-ce que c'est quelque chose que l'OPCO va demander, ou alors est-ce que c'est quelque chose que nous, on va décider de faire en disant, bon, bah, ce livrable-là, il me paraît convenable. Enfin, je sais, moi, c'est vraiment la grosse interrogation que j'ai, c'est sur le contenu des livrables. Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui sera à chaque fois indépendant à chaque AFEST, ou comment ça fonctionne? Non, en fait, les livrables sont finalement toujours les mêmes. En termes de livrables, alors je vais peut-être revenir sur une slide, ça va permettre d'être peut-être plus. Alors, en fait, les livrables, on les a quasiment ici. Dans le cadre d'un parcours d'AFEST, je vais devoir. La liste des livrables, elle n'est pas exhaustive, c'est celle que je vais citer, mais je vais en proposer quelques-uns. C'est déjà quand je me suis entretenu avec le commanditaire. Quel est le bilan de ce rendez-vous? Est-ce que le commanditaire s'appuie sur, j'en ai parlé, des invariants pédagogiques qui vont permettre de mettre en place la FEST? Comment j'ai réalisé mon analyse du travail? Est-ce que j'ai est-ce que je me suis uniquement interrogé sur le travail prescrit? Est-ce que j'ai uniquement vu des fiches de poste, des définitions de fonctions, ou est-ce que je me suis questionné sur le travail réel? Est-ce que j'ai fait de l'interview d'experts? Est-ce que j'ai fait de l'analyse documentaire?
Est-ce que j'ai fait une analyse des incidents critiques? Donc il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de livrables qui sont déjà en lien avec la manière dont j'ai conduit mon analyse du travail. Est-ce que je suis en capacité de proposer des grilles d'autopositionnement? Est-ce que j'ai balisé mon parcours pédagogique? Est-ce que j'ai outillé d'un point de vue pédagogique l'accompagnateur? Est-ce que je lui ai fait une petite formation? Comment je peux le justifier? Donc oui, il y a un certain nombre de livrables qui sont consubstantiels à un parcours d'AFEST et que les OPCO demandent, mais encore une fois, souvent, ils peuvent même fournir leur livrable. Ok, Ils d'accord. attendent. Ok, d'accord. Bon, pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce webinaire. Merci pour ces questions. Merci. Alors, je regarde, il y a des questions qui arrivent en même temps, mais je ne sais pas si c'est une réaction à ce qui a été dit. Je lis en même temps. Il y a Samantha qui nous dit, en plus de la compétence pédagogique de l'architecte, il semble que c'est aussi une compétence à faire une analyse du réel travail qui est indispensable. Et, Ouais, l'analyse du travail, c'est une des 4 conditions du décret du 28 décembre 2018 pour que la FES soit conforme. Donc oui, l'analyse du travail, c'est un prérequis indispensable. Et Estelle qui nous précisait que souvent les OPCO ont des livrables types. Des livrables types, voilà, j'ai réussi à le dire. Dernière question que je vois passer dans le chat, là, il y a Yannick qui nous demandait comment être certain que l'entreprise choisit les bons tuteurs, sachant qu'Influence ne connaît pas forcément les salariés de l'entreprise. Là, je pense que Yannick se met dans une situation où ce serait lui, j'imagine, l'architecte en externe. Donc toi, Karim, quand tu arrives dans une entreprise, comment est-ce que voilà, tu définis les bons tuteurs? Alors, déjà, il n'y a pas de baguette magique. J'ai parlé du volontariat. Je crois que c'est quelque chose qui est indispensable. C'est peut-être la première condition. Déjà, s'appuyer, si c'est possible, sur le volontariat. J'ai jamais eu, c'est assez. J'ai jamais eu de problème. On m'a jamais dit, ouais, j'ai un souci pour mobiliser des tuteurs. Il y a toujours des volontaires. Donc ça, c'est vachement important parce que la fête, ça prend du temps, hein, non seulement pour celui qui se forme, mais pour celui aussi qui guide l'apprentissage. Donc, s'il n'y a pas une appétence minimum pour l'envie d'accompagner, de transmettre, ça marche pas super bien, quoi. Donc déjà le volontariat, et puis ensuite, si on devait faire un choix, c'est évidemment, il faut choisir des gens qui sont des professionnels de leur métier, mais il faut aussi choisir des gens qui ont une petite appétence ou qui ont une petite facilité pour accompagner et pour transmettre, quoi. Ok. Eh bien, écoutez, je ne vois pas plus de questions. J'espère que j'en ai pas oublié dans le chat. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on peut soit donner la parole à Valentin. En tout cas, te remercier, Karim, pour cette présentation, la clarté des propos et la réponse à ces questions. Merci Clément. Merci à tous. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Karim. C'était vraiment une masterclass. Honnêtement, même pour moi qui connaissais déjà bien la FEST, je pense qu'il y a énormément de plus-value là dans ce que tu as pu évoquer sur les différentes slides. Je rajouterais peut-être que pour ceux qui le savaient ou pas, il y a effectivement la mise en place de la FEST qui peut être financée par le biais des OPCO. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'avec Karim, on collabore pas mal. Pour la suite, évidemment, il y aura un replay qui sera accessible via notre page, enfin via notre chaîne YouTube et qu'on repartagera sur notre page LinkedIn et qu'on vous enverra aussi automatiquement par mail. Donc, encore une fois, merci beaucoup déjà pour votre présence, même sur la pause du déjeuner. Un grand merci à Karim encore une fois, et puis au mois prochain pour pouvoir échanger sur un nouveau sujet de webinar. Et puis, une bonne journée à tous. Merci tout le monde, bonne journée. Merci à tous, À bientôt. bonne journée. Au revoir.